être créatif, c'est-tu aussi s'éloigner du monde pur à la source tel qu'il est, plutôt que de juste accepter aussi que on est bien petit puis qu'on devrait revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si l'art nous ramène à l'essentiel versus nous ramène à dériver complètement. Peut-être que la créativité ou la création, ça nous amène tellement loin qu'on s'imagine vivre sur Mars dans une espèce de plateforme, pas d'allure, dénuée de tu sais, comme où est-ce qu'on n'aura plus besoin des oiseaux, puis des tempêtes, puis des ci, puis des ça. On va avoir recréé un univers de toutes pièces où est-ce qu'il fait donc bon vivre. Ça pourrait être ça, l'apport de l'art. Ben moi, je l'aime pas trop, cet art-là, tu sais. Alors, notre émission du Balado Conscient, je suis avec Annie Roy, que je connais depuis très longtemps. Une vingtaine d'années, on est à Montréal, sur le Mont-Royal. Puis le chien, comment est-ce que ça s'appelle encore? Babine. Babine. Alors, Babine est avec nous. Elle va sans doute faire des sons. C'est assez tranquille, c'est une belle journée. Et je suis très content de te parler parce que le Balado Conscient, on parle d'art et d'activisme et d'engagement social. Puis tu fais ça depuis très longtemps dans ton travail, mais aussi dans ta vie. Donc, commençons avec une petite introduction. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, on va parler de réalité et d'autres choses. Donc, Annie. Bien, Annie, elle est née le 25 août 1968 à Sainte-Justine. Elle avait une sœur jumelle à la naissance qui est décédée. Et puis après, Annie, elle a fait comme une petite dépression de bébé. Puis finalement, elle a choisi la vie. Puis après, elle a été élevée par des parents professeurs d'université qui sont partis au Maroc. Alors, on est partis au Maroc. J'ai commencé l'école au Maroc. Et je me souviens de façon très vive des odeurs, des sons. J'étais très amie avec, tu sais, on a toujours une bonne là-bas, donc avec Aïcha, qui était... Moi, j'étais une petite blondinette, OK, de même pas 3 pieds. Puis elle était une grande femme de 6 pieds avec des babouches d'hommes et on était inséparables. Alors, on faisait un duo incroyable. Et puis, après ça, je suis revenue au Québec. Puis là, ça a été comme un espèce de moment assez spécial où est-ce que je faisais rire de moi parce que j'avais un accent français, puis c'était dur. Puis après ça, je suis retournée dans un collège français à Stanislas. Puis là, j'ai connu plein de gens de partout dans le monde. J'ai adoré mon secondaire. Puis au cégep, je suis retournée dans le système québécois. Puis bon, là, je me sentais un peu outsider encore, un peu mouton noir. Puis j'ai tergiversé un peu parce que tout au long de tout ça, quand même, ce qui a commencé ma vie d'un point de vue artistique, c'était le ballet classique au Maroc. Puis ça a été des moments assez intenses parce que on faisait des spectacles de Noël devant le roi. Au Grand Palais Hassan II, là, c'était quelque chose. Alors, ma petite imaginaire de petite fille, là, c'était grandiose, là, tu sais. Pour moi, l'art, et dès ce moment-là, ça se mélangeait avec sauver le monde, ça se mélangeait avec... c'était une féerie en même temps que c'était un monde, une utopie, quelque chose d'extraordinaire, tu sais, puis quelque chose qui était puissant dans le sens que j'avais en même temps des émotions très puissantes parce que je le savais que j'étais privilégiée. Je voyais les autres petits-enfants autour de moi quémander au coin de la rue, puis je voyais bien les inégalités sociales. Puis comme enfant unique aussi, j'écoutais beaucoup les conversations d'adultes. Donc je pense que jeune, j'ai dû être sensibilisée à des sujets que peut-être d'autres enfants ne le sont pas. Puis le fait de justement déménager dans un pays... musulman, si différent dans sa culture, dans ses codes vestimentaires, etc. Revenir chez soi. Tu sais, je pense que j'ai eu une enfance vraiment riche, puis une vie vraiment riche. Je me sens très privilégiée de tout ça. Puis ensuite, t'es formée en danse, oui. Et t'as fait... J'ai fait le groupe La Place Royale, j'ai fait l'ADMI, puis j'ai dansé professionnellement pendant plusieurs années. Puis après ça, j'ai fait la rencontre de Pierre Allard, mon conjoint, dans la vie et dans l'art. Parce que là, quand j'ai rencontré Pierre, j'étais en train de vouloir quitter la danse dans le sens où... je sentais qu'il y avait quelque chose du troisième mur qui commençait à m'énerver. Puis j'avais ce sentiment de vouloir aller comme dans le réel. Puis quand j'ai rencontré Pierre, c'est comme si j'ai
explosé. C'est comme rencontrer un univers de possibles au-delà de ce que je pouvais imaginer, mais qui m'a transportée avec lui. Puis là, il n'y avait plus d'impossible. Que là, c'était plus rien d'impossible. Je pense que si je dois donner quelque chose de Pierre qui me prend là, très fortement, c'est ça. C'est l'idée de traverser l'impossible. Puis donc à deux, on s'est toujours senti tellement fort, tellement puissant d'être ensemble dans notre engagement commun, de monter à ça, de faire des projets. C'était plus que des projets. C'était une manière de vivre, c'était un projet de vie, c'était une histoire d'amour, c'était vraiment au-delà de faire de l'art pour moi, en fait, puis pour lui aussi. Donc, vivre ça, faire des enfants, avoir notre maison, tout ça, c'est vraiment mélangé, puis c'est quelque chose de très, très puissant que d'être capable, à un moment donné, de se rendre compte dans sa vie que tu es sur ton X, puis tout se combine, tout se fusionne. Notre relation était très fusionnelle aussi. Le journaliste Jack Miles. La réalité, telle que définie par le dictionnaire Oxford, est l'état des choses tel qu'elle existe réellement, par opposition à une idée idéaliste ou notionnelle de celle-ci. On va revenir à ça. Tu vas nous expliquer ça, mais avant de ça, je vais te poser la question. Tu as parlé du réel tout à l'heure. La question que je pose à tous mes invités au niveau de la notion de la réalité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve qu'on est un peu déconnecté de la réalité. Comment tu vois ça, toi, la réalité? Bien, effectivement, qu'on est déconnecté de la réalité parce qu'on veut beaucoup ressembler à. On est dans un monde de la façade, beaucoup. Même dans les réseaux sociaux, souvent, pas tout le temps. Je pense que ça a beaucoup de bon aussi, les réseaux sociaux, mais on veut beaucoup montrer les histoires à succès. Donc, je pense que ça nous empêche et on évite, à cause de ça, de regarder la réalité, comment c'est pour de vrai. Parce que c'est un monde quand même, mais c'est un monde qui est exigeant envers chacun d'entre nous, qui voulons, parce qu'on est des petites bêtes sociales, être intégrés, être inclus dans les groupes, dans ce qu'on vit dans notre société. Puis à cause de ça, si notre société nous demande d'être ultra puissant, ultra performant, ultra tout ça, ça veut dire qu'il faut cacher des choses pour vouloir être aimé, pour être accepté. Puis je pense que ça nous empêche probablement de voir la réalité telle qu'elle est. Donc on est beaucoup dans un déni. Je pense qu'on vit beaucoup de déni. L'écrivain Sherry Mitchell. Nous devons être à l'écoute de notre capacité à voir au-delà de la réalité physique qui nous entoure et à nous éveiller au vaste monde. Pour le pire, parce que si on était dans un monde fantaisiste, on pourrait être bien, mais le monde autour de nous est en difficulté, puis on n'est pas éveillé, on n'est pas quelque part responsable, en réponse, en lien intime avec la nature, notre nature. C'est pour ça que j'explore la notion de réalité. J'en parle depuis plusieurs émissions. Là, mes auditeurs doivent être un peu fatigués d'entendre parler de réalité, mais pour moi, c'est un sujet
à chaque personne de qui je parle, il y a une réponse différente. Ouais. Et parce que chacun le vit différemment, le sent différemment. Mais avant, quand on veut réaliser quelque chose, donc réalité réalisée, il faut le vivre dans son corps. Je pense pas qu'on peut vraiment comprendre quelque chose. Puis moi, la danse, ça m'a beaucoup donné ça, c'est que j'ai besoin de vivre les choses physiquement, personnellement. Puis à ça, c'est pareil. Entrer dans une mise en scène et être soi-même l'acteur de quelque chose, on est au centre de quelque chose. Je pense qu'en ce moment, on est beaucoup dans l'image, on est beaucoup sur nos écrans, puis on vit quelque chose par procuration. Mais je pense que pour prendre conscience de quelque chose comme humain, il faut y goûter. Tu sais, c'est sûr que dans la bouche de quelqu'un, ça a de l'air bon, croquer dans un oignon. Si ça fait « c'est tellement bon », puis tu vas le croire, parce qu'il est super bon pour te le faire croire. Mais le jour où tu croques dans un oignon pour de vrai, c'est dégueulasse, tout seul comme ça. Ben c'est fort. En tout cas, tu vis d'autres choses. Fait que je trouve qu'il faut vivre les choses dans son vrai corps. Puis je trouve le corps, on voit ça comme la santé, la productivité. Encore là, le corps, c'est pour être beau, c'est pour être en santé. Pourquoi il faut être en santé? Bien, pour travailler fort. Mais en réalité, le corps, c'est tellement plus que ça. Puis je pense que le corps, lui aussi, on le met dans des petites cases, à quoi il sert. Puis moi, j'aime être dans quelque chose qui est plus du présent, du corps, du charnel, du vécu, du ressenti physique. Puis c'est comme je peux pas créer sans produire en même temps. Comme une idée, OK, une idée, mais c'est vraiment quand je commence à le faire que je comprends ce que je veux faire, puis que là, ça va avancer. Donc, OK, je peux être bonne pour mettre des mots, puis rêver, puis réfléchir, puis espérer, mais c'est vraiment quand ça se fait que ça arrive, puis qu'on est dans le réel, puis qu'on se côtoie à des vrais problèmes. OK, tu voulais que ça ait 18 pieds de haut, mais ça ne tiendra pas, fille. Il va falloir que ça ait 6 pieds. OK, c'est plate, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour que ça ait l'air de 18 pieds? Mais que ça... Fait que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'art que l'on mesure quand même. Tu sais, même si on crée de la magie, puis, tu sais, comme un magicien, là, c'est pas vrai, on n'est pas nécessairement dans le réel, mais on est très, très dans le réel, parce qu'on est constamment en train de composer avec des aléas de production, puis des aléas de possibles. Puis ça, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la création. C'est, je voulais ça, mais c'est ça qui va être à la place parce que pas assez d'argent, parce que pas assez de temps, parce que ça n'existe pas, ce matériau-là, Annie. Non, tu peux pas faire telle affaire. Il n'y a pas un computer qui compute cette affaire-là. Tu avais une idée, là, mais ça n'existe pas. Puis si tu veux le faire pour dans 3 mois, ça ne marchera pas parce que n'importe quelle firme externe à qui tu vas le dire, ils vont te dire que ça prend 1 an et demi pour développer ce dit programme. Donc, tu sais, tu es tout le temps dans le monde des possibles. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus réel que l'art. C'est-tu la première fois qu'on dit quelque chose comme ça? Non? OK. Non, je suis d'accord. Je suis en train d'écrire là-dessus. OK. En fait, l'art est tellement omniprésent que tout est de l'art. C'est pas nouveau, là, mais dans ma tête, je suis en train de... Mais il faut faire attention entre art puis créativité ou tout ça, parce que art, on est tous créatifs. On est tous capables de... Je pense que l'être humain adore gérer des problèmes. Gérer des problèmes, trouver des solutions. Hey, on se sent important quand on fait ça, on est bon, tu sais. N'importe quel problème. Là, moi, en ce moment, je refais ma salle de bain. J'adore ça, là. Il y a plein de problèmes, puis je peux tout gérer les solutions, puis j'adore ça, mais c'est super concret. Je me sens, on va dire, efficace, débrouillarde, mais pas nécessairement... C'est pas de l'art. Je suis dans quelque chose de créatif, mais je trouve des solutions. Mais l'art, c'est un autre niveau, là. Là, c'est un autre niveau. C'est vraiment un niveau spirituel. C'est un niveau... je sais même pas si je vais trouver les mots pour le dire. Je pense que on se transporte littéralement. Quand on fait de l'art, c'est comme, OK, quelque chose qu'on n'est pas encore capable tout à fait de faire, mais peut-être qu'on le fait plus qu'on pense, mais c'est comme c'est transcendant. C'est quelque chose d'autre que faire une salle de bain quand même. Le professeur d'humanité environnementale, Jennifer Atkinson. L'éco-anxiété et le deuil climatique sont parfois présentés comme des troubles pathologiques.
Mais en fait, ce sont des sentiments qui découlent généralement d'une perception juste de la crise écologique actuelle. Mais l'autre sujet que je pose à tous mes invités, c'est la notion de deuil écologique. Parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup. Moi-même, c'est relativement récent que je l'ai senti dans mon corps. Puis j'ai fait de la recherche. Puis je pose la question parce qu'il y en a qui l'ont vécu. Comment tu vois, toi, la notion de deuil écologique? OK. Je la vois beaucoup dans l'indifférence de mes concitoyens. C'est pas tant dans la nature ou dans le fait de voir des changements climatiques ou de réaliser des changements. La nature, elle va s'adapter, ça sera peut-être pas pour le mieux pour nous, mais elle va... Mais mon gros deuil est plus par rapport à mes contemporains. Les gens qui voient pas, qui n'ont pas de respect, qui vont pas à la source, puis qui se rendent pas compte qu'ils seraient même pas là si c'était pas de la planète qu'on a actuellement, puis de comment elle a géré la vie, puis que grâce à toutes ces petites cellules qui donnent l'atmosphère, etc., qu'on est devenus des êtres pensants, des êtres qui profitent de tout ce qui nous est donné. Ça me choque infiniment de me rendre compte qu'on s'en rend pas compte. Le plus gros deuil, c'est de faire une sorte de deuil, de se dire, on côtoie, ou on est dans un système où on côtoie du monde pour qui cette belle nature vaut pas l'effort de la sauvegarder, puis de se dire, OK, comment ça qu'il existe encore des milliers de sortes de bouteilles de shampoing en plastique? Comment ça qu'on se déplace encore en voiture à pétrole quand on sait ce que ça fait? Comment ça, quand on voit à quel point on est capable de faire l'impossible. Regarde, on a mis des avions au sol. La pandémie nous fait réaliser à quel point on est capable de faire des choix radicaux, mais on ne fait pas ce choix-là pour la planète, pour l'environnement. Parce que ça meurt à petit feu, puis qu'on préfère être dans le déni. Puis c'est mon plus gros deuil, c'est ça, c'est de voir que l'humain ne porte pas l'attention qu'il faudrait à cette planète à qui on doit tout. Tout. Mais la notion de deuil, évidemment, avec le décès de Pierre, c'était une révélation. La nature est devenue une révélation. Si je le mets, le mot deuil et le mot nature. Ça faisait déjà une couple d'années là, que je cherchais un espace à la campagne, puis on l'avait trouvé ensemble, Pierre et moi. Puis quand il est décédé, évidemment, on est passé à autre chose. Puis finalement, ce même espace-là m'est revenu. L'agent d'immeuble m'est revenu, puis là, je l'ai acheté. Puis là, j'ai un espace à la campagne, puis tout en vivant un deuil, puis c'est vraiment mon espace de survie. Puis je le ressens donc pas juste dans un espace collectif, mais à quel point la nature nous absorbe nos peines, nos anxiétés, et tout ça. La nature joue un rôle où est-ce que justement, il n'y en a peut-être pas assez autour de nous pour qu'on puisse se rendre compte à quel point elle est précieuse puis qu'on en a besoin. Quand on vit en ville puis qu'il n'y en a pas beaucoup de nature, à Montréal, on est tout de même choyé, mais il y a des villes où est-ce que c'est très, très minéral puis que les arbres sont rares et puis on n'appelle pas ça nécessairement de la nature, on pourrait appeler ça du verdissement, mais c'est pas pareil. Bien, évidemment qu'on est déconnecté à ce moment-là de cette terre-là, puis qu'on ne sait pas comment en prendre soin quand on la côtoie jamais. Mais moi, j'ai compris à quel point je lui étais redevable, puis à quel point elle absorbait ma peine. Puis grâce à elle, je peux revivre, je peux apaiser beaucoup de détresse en dedans de moi. Parce que elle va continuer.
puis elle m'amène une fondation puis une solidité que je lui reconnais, puis où je vois que je vais passer à travers la vie, mais qu'elle, elle est vraiment une matrice. Tu parles de l'eau, de l'air, les arbres, la continuité, le cycle. Je pourrais regarder le même paysage à tous les jours, il est changeant, puis les saisons qui passent, puis etc., puis les marches en forêt, puis regarder le microscopique, le macroscopique. Je ne peux pas m'arrêter d'être en reconnaissance, puis J'ai cet espace de campagne, puis la seule chose que je souhaite, c'est d'en faire un lieu à partager. Je veux que les gens qui n'ont pas de campagne viennent, je veux acheter l'espace d'à côté pour en faire une résidence pour du monde qui puisse créer en nature. Je veux qu'on a plus besoin de nature qu'on pense, puis je pense que le fait qu'elle n'est pas si accessible facilement, ça fait partie du problème. Mais elle est en disparition, en fait. Exactement, on s'en va dans un gros zoo. Tu sais, des fois, je me dis, la Terre va devenir un gros zoo. Les animaux sauvages, ça n'existera plus. On va sauvegarder des espèces dans des réserves, mais moi, en ce moment, j'achète des terrains pour qu'il ne se passe rien dessus. Tu sais, je veux dire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de donner ça à la Terre, de juste faire comme, OK, ce lac-là, c'est à ma portée, puis il y a un terrain à vendre. Il pourrait être vendu à quelqu'un qui va mettre un chalet dessus, creuser, Non, moi, je l'achète pour qu'il ne se passe rien. Il se passe rien. Je cherche ça. Tous les petites bouts de parcelles, de machins pas chers que je peux rapidouiller pour préserver de la nature. Elle n'a pas besoin qu'on vienne intervenir sur elle-même. Au contraire, ce qu'on a de mieux à faire, c'est lui foutre la paix. Puis je pense que l'être humain, il se trouve trop important pour faire ça. Il pense qu'il va toujours améliorer les choses. Donc, il voit pas... Avec une arrogance. Il voit pas que, je veux dire, non, tu détruis, man. Tu penses que tu vas, OK, tu fais pas du ménage, là. T'enlèves des écosystèmes. L'activiste Sheila Watt-Cloutier. Il est important de reconnaître à quel point l'environnement, la santé, l'économie, la culture et les droits sont étroitement liés dans notre société. La Terre est une entité vivante qui respire, tout comme notre corps. Notre survie dépend entièrement de la vie dans la nature et non pas en dehors de celle-ci. L'écrivain Robin Wall Kimmerer. La Terre est le véritable maître. Tout ce dont nous avons besoin en tant qu'étudiants, c'est d'être attentifs. C'est peut-être l'inverse du deuil, ce que tu fais, parce que tu oui, mais dans le deuil, il y a continué. Dans l'esprit du deuil, il ne faut pas juste s'enterrer. Dans l'esprit du deuil, il y a se donner la permission de vivre ce qui reste à vivre. Parce que le deuil puis la mort, c'est pas juste une question d'une personne, là. On va tous mourir. Puis ce qu'il faut, c'est... Le plus dur dans le deuil, c'est s'habituer à vivre sans la personne. Si moi je pense à Pierre, ça, c'est pas une habitude que j'ai encore. Mais il y a personne, même pas moi-même, qui peut me faire plus de bien dans l'acceptation que je ne le reverrai plus jamais que le fait d'être dans la nature. Puis qu'un arbre tombe, se décompose, redevienne quelque chose de puissant pour une autre plante. Toutes ces observations-là de cycles qui font que la mort n'est jamais une mort, mais une renaissance pour autre chose, c'est ça qui fait que je peux passer à travers chaque journée, puis que les journées s'accumulent et puis que je suis encore debout, tu sais.
Je suis un peu émue, là, mais Non, parce que je me suis pas, au travers du fait de perdre Pierre, je veux dire, il fallait être très, très solide pour mes enfants et puis pour tout le projet qu'on avait construit. Je voulais pas que tout meure avec Pierre. Pour lui aussi, pour tant d'efforts qu'il a mis dans sa vie, puis qu'on a mis ensemble, ça me semblait comme un affront que laisser tomber. Puis il fallait que je me batte, que je continue de me battre pour que tout ça existe, parce qu'on a travaillé fort, puis qu'il faut qu'il reste quelque chose, tu sais. Puis là, je trouve que après 2 ans et demi, ça veut dire 2 gros projets, étant donné que Cuisine ta ville est biennale, une tournée, d'autres plus petites créations, 3 changements d'équipe. Tu sais, il faut le faire, là. J'ai géré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et mes enfants, et la charge mentale de tenir maison, puis de tout faire. Ben, je pense que je me sens que la nature, qu'il y a une force qui existe, tu sais. Il y a une force qui existe quelque part, puis elle vient pas juste de n'importe où, là. C'est parce que j'ai pu aller dans la nature, me ressourcer, respirer. Là où je suis, il n'y a pas de pollution lumineuse. Quand c'est une belle nuit, je regarde le ciel et je les vois, les étoiles. La lune est un gros, gros spotlight, là. On n'a pas besoin de lampe de poche. Tout est là, naturel, pour être bien. Tu sais, le lac est là avec son eau douce extraordinaire. Y a-t-il quelque chose de plus beau que la diversité de la faune, de la flore, des fruits, des fleurs? On dirait qu'avec le décès de Pierre, moi, je reconnecte avec tout le merveilleux de la vie. Tout le merveilleux de la vie. Un ananas. Hey, il n'y a personne qui a pensé à ça, là. C'est arrivé. Tu sais, c'est arrivé, c'est extraordinaire. Y a-t-il quelque chose de meilleur qu'une papaye? Puis, tu sais, on vit, puis on pense que c'est normal, là, que si on prend ça pour acquis, ça existe, ces affaires-là, puis c'est juste comme un show de cuisine, là, puis tu vas couper ça en petits dés, puis tu vas mélanger ça avec un peu de citron, puis ça va être super beau avec des pommes grenades. Mais arrête-toi, là, puis pense à une pomme grenade, man. À côté d'un ananas, de la menthe, tu dis, mais c'est capoté, comme on est riche, 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 riche. Il y a besoin de rien d'autre de ce qui est sa planète. Rien. Puis, ça me fait capoter que le monde ne se rende pas compte de tout ça. Fait que mon gros deuil, là, c'est que ça ne reste que du produit de consommation pour notre propre bien-être, mais qu'on ne soit pas en total, juste pamoison, à genoux, tu sais, comme devant ça. Quand Pierre est décédé, avec les enfants, on a dormi ensemble dans la même chambre pendant 3 mois, puis on a fait une méditation tous les soirs, ensemble. Puis moi, je continue ça. Puis après ça, j'ai pris des cours de méditation, puis comme donc peut-être plusieurs types de méditation à mon arc, selon, tu sais. Fait qu'à tous les jours, j'en fais. Puis c'est vrai que, puis c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt au bureau, ça devrait être dans des pratiques de base scolaire, de tous les jours, la méditation. Parce que on est souvent en fuite de soi. En fuite, tu sais, tu parles du moment présent, mais aussi juste de son propre être. Puis quand on médite, on se donne vraiment un moment de bienveillance, puis juste un temps d'arrêt, un temps pour réaliser qu'on est ici, qu'on fait « Ah ». C'est sûr que dans ma pratique de la danse, il y avait beaucoup ça. Donc, je pense que j'étais dans des moments présents sans même le savoir à cette époque-là. Parce que tu vis, tu danses, donc tu es extrêmement dans le présent avec l'autre, des lifts, des choses. Où est-ce que... Mais tu vois, c'est là que je réalise que tout ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est justement de vivre la notion du temps. Parce que le réel, c'est aussi, tu sais, comment tu perçois le temps. Puis le temps, quand tu es en art vivant, au moment où tu performes, il change complètement de nature. C'est très addictif. C'est extraordinaire. Après ça, dans l'espace public aussi, je ressens la même chose parce que je suis comme en performance, parce qu'il y a du monde, puis tu gères un terrain, puis tu es vraiment dans une acuité.
une grande, grande acuité. Donc, l'art ou l'artiste qui vit ça vit peut-être des moments extrêmement puissants de méditation sans le savoir ou de connexion. Donc, l'artiste a peut-être ça à son art, qu'il le sache ou non. Hein? On n'est pas tellement tout le temps obligé d'être conscient qu'on est dans la conscience. C'est bizarre, hein? Mais je le pense. Puis, je pense la société devrait aller plus en nature, tous les enfants, puis pas juste pour jouer, mais pour être seul, pour méditer, pour être dans la contemplation, pour être tranquille. Les enfants, on leur fait toujours faire des choses excitantes. Ils jouent. Mais je veux dire, ils devraient apprendre à être seuls avec eux-mêmes, à regarder les nuages passer, à faire autre chose que d'être stimulé, puis de jouer, puis d'apprendre, mais juste apprendre à être présent tout seul. L'enseignant de Zen, David Loy. La solution bouddhiste à cette situation est de ne pas se débarrasser du soi, car il n'y a rien de tel à éliminer. Le sens du soi doit être déconstruit, oublié dans la méditation, et reconstruit en remplaçant les 3 poisons que sont la cupidité, la mauvaise volonté et l'illusion, par la générosité, l'amour bienveillant et la sagesse qui reconnaît notre interdépendance. Tout comme il n'y a pas de soi dont on peut se débarrasser, nous ne pouvons pas retourner à la nature, parce que nous n'avons jamais été séparés d'elle. Nous pouvons toutefois réaliser notre non-dualité avec elle et commencer à vivre en harmonie avec cette réalisation. Ben, je vais en revenir à l'art parce que tu as répondu déjà à plusieurs de mes questions, merci. Parce que tu le fais naturellement dans ton débit. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? Donc, tu as parlé de l'importance de la nature, puis des problématiques environnementales auxquelles on fait face. Mais c'est quoi la valeur ajoutée dans ce cas-là d'une pratique artistique ou d'une expression artistique? Mais je pense que ça dépend. Je pense qu'on ne peut pas mettre art, toutes les démarches artistiques dans le même panier non plus. Puis je pense aussi qu'on a cette tendance, quand on vient du milieu de l'art, à se trouver très important, puis à s'auto-congratuler, puis à s'auto-trouver extraordinaire en tant que milieu, comme si... Peut-être parce qu'on est insécure aussi. Oui, mais je trouve que ça vaut la peine de remettre les pendules à l'heure puis de dire, OK, mais les artistes, c'est aussi juste des gens, tu sais, comme, OK, on s'entend que c'est du monde, puis oui, peut-être plus anxieux que la moyenne des oufs, puis peut-être plus en recherche, tu sais, qui sont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au monde, de choses existentielles. Donc, dans ce sens-là, oui. Mais c'est aussi des êtres qui sont peut-être en recherche de reconnaissance, puis toutes ces choses-là qui sont peut-être pas très belles et utiles non plus. Tu sais, mais comme artiste qui vieillit, j'en ai de moins en moins besoin, puis ça me fait du bien. Mais en même temps, je le sais que c'est important d'en avoir pour continuer de créer, parce que si les médias parlent pas de moi, ben là, comment je vais justifier une subvention? Tu sais, c'est comme... Donc, ça devient un outil pour moi. La reconnaissance devient un outil plutôt qu'un besoin. J'ai un besoin fondamental. Ça va être tu sais, j'en ai besoin pour prouver, OK, ceci, cela, mais pas parce que moi, Annie Roy, je pourrais pas vivre si on me dit pas que je suis bonne. Ça va être différent en vieillissant. Je dérive encore une fois. Je suis bien bonne là-dedans. Mais c'est pour dire que je trouve qu'on met beaucoup sur le dos de l'art et on pense peut-être que l'art est peut-être une manière où est-ce qu'on va changer les choses, mais il ne sera jamais aussi important que la haute finance. Puis que les vraies personnes qui décident en haut, puis qui, en ce moment, comme le système est organisé,
malheureusement, c'est ces personnes-là qui ont ça entre les mains. Donc, si on est dans le réel, là, puis qu'on se dit dans le monde actuel, il faut que l'art vienne insuffler, OK, du désir puis de la puissance vers un avenir meilleur. Mais c'est pas l'artiste qui va décider. Puis ça me dérange. Ça me dérange d'avoir un poids sur les épaules, de changer le monde, tout en n'ayant pas le pouvoir de le faire, réel. Fait que le pouvoir que j'ai, c'est d'ouvrir des consciences, puis de voir du rêve dans l'esprit des autres et d'insuffler des graines de possible d'un avenir qui me réjouit davantage. En tout cas, j'aime ça, déconstruire un peu le mythe de l'artiste qui a tout sur ses épaules et qui va tout régler par sa science infuse. L'artiste est un être qui vit dans sa contemporanité, qui absorbe le caca, tout ce qui se passe, puis qui essaie de le transformer en quelque chose de beau puis de puissant pour un tremplin pour aller vers mieux. Mais on pourrait en rester là, dans le sens que les gens, comment ils utilisent l'art dans leur vie? L'artiste a peut-être toutes ces volontés-là, mais c'est quoi la place de l'art qu'on fait dans nos vies? Parce que ils sont entre quatre murs dans un musée ou dans des lieux super spécifiques, puis c'est pas toujours intégré dans le flux de la journée comme quelque chose de super naturel. C'est un moment bien cadré qu'on donne, comme on consomme n'importe quoi d'autre. Puis si on consomme de l'art comme n'importe quoi d'autre, comme on va au spa, comme on va magasiner puis qu'on s'achète un nouveau pantalon, puis que ça fait du bien d'être allé voir une pièce de théâtre. Hein? Ah oui, c'était super bon, c'était cool, hein? Ouais, mais je veux dire, ça ira pas plus loin que n'importe quoi d'autre qu'une belle émotion qui va durer 2-3 heures, puis tu vas prendre ton Hummer pour retourner chez vous pareil. Fait que je trouve que c'est mettre beaucoup sur le dos de l'art. Donc, je pense qu'il y a des artistes, puis il y a l'art, puis il y a comment vivent leur art par certains artistes, puis la place qu'on fait à l'art dans notre société ou pas, parce qu'on reste dans une société industrielle, puis qui veut des histoires à succès, puis qui veut que tout grossisse, puis que tout fasse de l'argent, puis que tout se vende en masse. Donc, à ce moment-là, ça finit peut-être aussi par perdre de son fondamental de départ, là, qui est de vraiment faire une introspection, de changer là où ça fait mal des fois, puis de vouloir accepter qu'on aura peut-être moins pour mieux. C'est dur tout ça. Mais je pense que oui, l'art peut être un excellent palier à aller vers ces prises de conscience-là, mais pas tout le temps. L'art est aussi un paradis fiscal. Tu sais, je veux dire... Tu sais, des grands artistes que je respecte, là, Marc Séguin, là, je veux dire, ça n'empêche pas qu'on est tous bien contents, là, qui puisse vendre de plus en plus cher, mais comme qui achète ça? Des super riches qui ne veulent pas payer d'impôts parce qu'ils vont acheter de l'art puis qu'ils vont mettre ça ailleurs, tu sais. Fait que l'art est aussi une partie du problème des fois et pas toujours une partie de la solution, là. Ça dépend quel type d'art, comment tu vis ton art. Puis, tu sais, là où je trouve que c'est super important, puis ce en quoi je crois très fort, c'est le financement public des arts. Puis, de plus en plus, les artistes, on se fait comme un peu remettre ça sur, tu sais, comme si on abusait, tu sais, de recevoir de l'argent public souvent, puis après ça, on le reconnaît, puis on le reconnaît plus, puis on le reconnaît, puis on le reconnaît plus. On est toujours, tu sais, comme dans une espèce de... Hein, on marche sur un fil, tu sais. Des fois, on est important, des fois, on n'est pas important, des fois... Mais je pense que le plus important, c'est un art qui est libre de toute corporation, de toute commande corporative et c'est ça, de messages corporatifs. Puis, pour moi, le financement public protège que l'authenticité d'une démarche artistique. Puis si on finance des artistes pour ce qu'ils veulent faire et pas seulement pour l'impact économique, whatever, de ce qu'il y a, on protège quelque chose d'important. On crée comme une réserve culturelle dans ce monde industriel, tu sais, qui veut exploiter. Comme on voudrait créer des zones,
des zones libres d'exploitation. Bien, je pense que le financement public crée des zones de liberté pour les arts. L'artiste Diego Galafasi. L'art est un espace où nous pouvons poser des questions très difficiles et explorer les choses de manière ouverte, sans s'engager à trouver des solutions. On pourrait parler de ça longtemps parce qu'il y a plusieurs sujets qui me stimulent dans ce que tu dis. Entre autres, ce qu'on appelle la transition écologique. En anglais, on parle plutôt de climate emergency, mais on parle plus ou moins de la même chose, la crise dans laquelle on vit. Il y en a qui disent que c'est les artistes qui vont nous montrer une nouvelle vision du monde. Mais les artistes font ça depuis longtemps. C'est pas nouveau que l'artiste pointe vers le futur. Donc, je trouve que ton propos est très réaliste dans le sens que tu reconnais que les artistes, il ne faut pas trop leur mettre sur les épaules. En même temps, on a besoin d'eux plus que jamais. Comment on va faire pour que l'impact des arts soit plus important et plus de place? J'ai des idées là-dessus, mais comment tu vois ça, toi? Parce que tu le fais, là. Moi, je trouve que vous avez... Quand je dis vous, je sais que Pierre est décédé. Je suis très désolé, d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien. Mais vous l'avez fait depuis 20 ans, ça. Vous avez envoyé les signaux et maintenant, les gens regardent le répertoire que vous avez créé. Ils disent, coudonc, ils ont compris il y a longtemps, eux autres. Oui, puis il y avait du monde qui avait compris avant nous, dans les années 70. On n'est même pas précurseur quand tu y penses. Non. On a passé le flambeau de quelque chose qui était déjà là, puis on a continué de passer le flambeau, puis ça semblerait que ça continue mais quand là, même. On est en 2021. Ouais. C'est quoi la suite de ça? C'est une bonne question. Ben, j'aimerais ça le savoir, mais... Il faut le créer en quelque part. Ouais. Ben, moi, ce que j'espère, c'est que les jeunes de maintenant vont oser défier le système. Pourquoi on est dans un système politique aux 4 ans? Ça, là, ça génère énormément de courtes vues en termes de prise de décision. Il y a des choses qui devraient être extirpées du domaine politique partisan, comme la gestion de l'environnement, parce que c'est la base de la vie. Puis ça devrait être... Tu sais, on parle du BAP, on en a des organismes ou des zones où est-ce qu'on pense qu'on fait ça. J'ai l'impression... Sûrement qu'on a créé ces espaces-là pour avoir un tampon outre que partisan, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, ils ont des pouvoirs de conseil. Fait que je pense qu'il faudrait être rendu à donner des pouvoirs décisionnels à des entités qui sont au-dessus du gouvernement, puis que vraiment le système change en ces termes-là, parce qu'on déciderait collectivement qu'il y a des choses qui sont trop importantes pour être gérées par de l'opinion. C'est pas juste de l'opinion, c'est la survie. Puis si on n'est plus capable, je pense, vraiment de concevoir. Puis en plus, c'est que je pense que c'est malheureux quand tu penses aux arts, puis tu dis, OK, on peut être super créatif, puis s'imaginer un monde du futur, puis que là, c'est très artistique de s'imaginer qu'on vit dans une espèce de bulle dans l'univers. Mais on veut-tu ça? C'est comme réinventer la nature, la roue, là. Est-ce que l'art aussi là, je dérive, mais en même temps, je me dis, être créatif, c'est-tu aussi s'éloigner du monde pur à la source tel qu'il est, plutôt que de juste accepter aussi que on est bien petit puis qu'on devrait revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si l'art nous ramène à l'essentiel versus nous ramène à dériver complètement. Peut-être que la créativité ou la création, ça nous amène tellement loin qu'on s'imagine vivre sur Mars dans une espèce de plateforme pas d'allure, dénuée de tu sais, comme où est-ce qu'on n'aura plus besoin des oiseaux puis des tempêtes, puis des ci, puis des ça. On va avoir recréé un univers de toutes pièces où est-ce qu'il fait donc bon vivre.
Ça pourrait être ça, l'apport de l'art. Ben moi, je l'aime pas trop, cet art-là, tu sais. C'est que ça dépend, là. Où est-ce que ça nous amène comme acceptation de la nouveauté? Moi, je suis pas dans une acceptation de la nouveauté dans le sens-là. Je suis plus une artiste qui a le goût de revenir à l'essence. La militante Naomi Klein. Ce dont le climat a besoin pour éviter l'effondrement, c'est une réduction de l'utilisation des ressources par l'humanité. Et ce que notre modèle économique exige pour éviter son propre effondrement, c'est une expansion illimitée. Un seul de ces ensembles de règles peut être modifié, et ce ne sont pas les lois de la nature. Ben, c'est pour ça que les cultures autochtones, que j'ai parlé à plusieurs artistes autochtones, dont France Trépanier, qui m'a parlé des interrelations avec la nature, de vivre d'une façon connectée, tu sais, des choses dont tu as parlé toi aussi. En quelque part, c'est ça la vie. Et on a perdu notre direction, je pense. Oui, puis on pense qu'on la connaît, puis on s'ennuie. Ouais. Puis là, on a besoin de nouveau tout le temps. Parce que l'humain, hein, il se tanne vite. Ouais. Mais je veux dire, on devrait réapprendre à, comme tu dis, connecter, puis revisiter, revoir, réaliser à quel point le monde est merveilleux. Puis quand je te parlais de papaye, puis whatever, tantôt, c'est ça. Je pense que il faut revenir à se rendre compte que it's good as it is. Tu sais, elle est belle, la nature, comme elle est. Puis arrête de vouloir, comme humain, penser que tu vas toujours améliorer. En même temps, on a fait des grandes choses, tu sais, des canalisations, des ci, des ça. Mais si on était capable de faire de grandes choses tout en se demandant, suis-je en train de détruire, de tuer à jamais, d'annihiler? Tu sais, mais je pense qu'on n'a pas la capacité de... C'est comme penser à l'infini. On n'est pas si intelligent que ça. C'est impossible de s'imaginer la vraie fin. Impossible. Un peu plus possible pour moi maintenant que Pierre est mort dans mes bras. J'ai vu ça arriver. Donc, la fin, ça se peut. Puis être dans un monde où est-ce que tout le long de sa maladie, on était un peu en déni que ça pouvait aller là. Donc, en ce moment, je vis plus, ça se peut. Ça se peut, la fin. Puis, quand on pense ça, ben ça vaut vraiment la peine de s'améliorer. C'est vrai qu'on peut aller loin dans chaque petit détail qu'on fait, puis c'est très intéressant, c'est une belle démarche, mais c'est une belle démarche aussi qui probablement te rend heureux. Parce qu'il faut penser au fait d'être heureux aussi. On ne veut pas non plus vivre ça puis n'être que dépressif, puis que dans la noirceur, puis qu'au final, ce soit un défi destructeur. Donc, je pense qu'il faut vivre ça à sa mesure, puis s'investir à la mesure où on peut s'investir, puis être équilibré dans ce qu'on pourrait appeler des sacrifices versus des besoins ou tout ça, puis avoir un chien. Il y a plein de monde qui se dirait, ben voyons, un chien, la pire affaire au monde, on n'a pas ça, un chien, quand on croit à l'environnement. Mais moi, là, j'ai perdu mon conjoint, mes enfants sont partis de la maison, puis elle, là, une chance qu'elle est avec moi, tu sais. Puis j'en prends soin, je la brosse, je la fais manger, je regarde tout, tu sais, comme... Je suis attentive à elle, elle me sort de moi-même, elle vient me voir, elle est heureuse de me voir le matin, ça n'a pas de prix. Il y a rien qui va enlever ma relation avec mon chien maintenant. Puis au point où maintenant, dans mon nouveau projet ATSA, c'est ma nouvelle carte de visite. Annie, elle vient avec Babine. Tu sais, ma nouvelle photo, là, c'est Annie et Babine. Tu comprends? Parce que c'est la vie. Elle, pour moi, c'est la vie.
Il y a un projet qui, pour moi, est vraiment comme, je pense, une grosse réflexion sur l'avenir, là. C'est tout ce qui est le numérique et c'est tout ce qui est les fermes de data et tout ça. Parce que, tu sais, là, on fait un podcast qui va être mis en ligne. On utilise énormément de données, puis on trouve ça plus écolo parce qu'on ne coupe pas d'arbres, concrètement. Mais là où vient ma réflexion en ce moment, c'est, OK, qu'est-ce que je mets en ligne? Pourquoi j'embarque dans ce système de la communication? Où est-ce qu'il faut que je mette la photo de mon dernier repas qui était merveilleux, de ma chienne qui a fait quelque chose de nice? Où est-ce qu'elle est la marge entre c'est vraiment pertinent de mettre quelque chose en ligne et là aussi d'utiliser de l'énergie puis de finalement écoper la planète? Mais ça, je trouve que c'est vraiment la zone d'ombre en ce moment. Puis, tu sais, avec la pandémie, ça nous a sauvé la vie, le numérique, je veux dire. C'est ça qui nous a tenus connectés ensemble. Puis en même temps, on s'est rendu compte à quel point on manquait d'être ensemble en vrai. Mais je veux dire, sans le numérique, qu'est-ce que ça aurait été notre dernière année et demie? Donc, le problème aussi, c'est que ça a comme accentué notre besoin du numérique, notre bifurcation vers le numérique, mais ça me fait peur d'un point de vue écologique. Parce que je trouve qu'on n'y pense pas assez. Puis pas beaucoup. Puis là, c'est encore, la champlure est ouverte au maximum, là, hein? Ça coule. Mais à un moment donné, il va falloir le fermer, ce robinet-là, de la bande passante numérique, parce que ça gruge trop, ça prend trop. Puis là, c'est le comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer équitablement entre les pauvres puis les riches? Qui va avoir accès à quoi? À cette espèce de robinet d'eau, de savoir, de connaissance et juste de capacité à continuer d'être en société puis de vivre parce que tout s'en va là-dessus puis qu'on ne peut plus rien faire sans ça. Même si on voulait résister, là, je veux dire, ça serait énorme. Comme je pense pas que personne n'est capable de s'en passer complètement maintenant. Puis, c'est super intéressant, là, on fait un podcast, tu divulgues des paroles importantes, tout ça, mais en même temps qu'on parle d'environnement, on le salit encore une fois. Puis, il vient un moment où c'est ça. C'est je trouve, la prochaine vraie réflexion, hein? Parce que là, on a peut-être recyclé, on a peut-être composté, on veut moins consommer, mais comment on va gérer le flux de données qu'on emmagasine dans des fermes de data hyper énergivores. Et puis, je pense qu'on ne se pose pas assez cette question-là. Ça aussi, on fait du déni, du gros déni. Aujourd'hui même, j'ai écouté un podcast en anglais qui s'appelle Green Dreamer. C'est un homme brillant qui parlait de questions d'équité, puis vraiment très articulé. Puis comment changer le système. Puis lui, il y a des théories crédibles sur comment changer nos vies. Donc, il y a de l'espoir. Je le sens. Il y a des possibilités maintenant dans la jeune génération qu'on n'a jamais vues. Ils sont tellement intelligents et motivés et informés. Donc, il disait « Follow your joy ». Suis ta joie, suis ton plaisir. Pas un plaisir nécessairement de consommation. Ça peut être un peu de consommation parce que la papaye est très bonne, donc consommons-la, même si elle vient de loin. Tu sais. Mais soyons conscients, d'une part, de ce qu'on fait. Conscients, vraiment conscients de l'impact que ça a sur les autres, êtres vivants, les humains, les non-humains. Mais soyons joyeux. Soyons joyeux. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une collègue qui m'a dit, elle travaille avec le principe 20-80. C'est-à-dire 20% de ton temps, tu essaies de t'améliorer puis de réduire ton impact, ton empreinte de carbone. Le reste du 80%, tu le mets sur le système autour de toi, la gouvernance, comment changer la façon qu'on vit, parce que tu ne peux pas tout le prendre sur tes épaules, mais fais ta part. Fais un bon 20%, tu peux en faire 30 si tu veux. Mais le reste de ton temps, va voter, soutien des organismes culturels qui font du travail important. Il y a plein de façons de faire le 80%. Puis là, tu vas avoir une vie complète.
tu vas avoir fait ta part responsable, puis tu vas avoir contribué au bien-être de la société. On ne sait pas. On parle beaucoup d'incertitudes. Il y a énormément d'incertitudes en ce moment. On ne sait pas si on va survivre comme espèce. On est pas mal certain que la planète va survivre. Nous, je ne le sais pas. On ne le sait pas. Mais il faut tout faire pour vivre d'une façon où la vie peut continuer. Mm-hmm. Et des fois, c'est de moins faire des choses, moins consommer. Des fois, c'est d'en faire plus. Mm-hmm. C'est ça que j'explore. Donc, je suis content que tu m'as beaucoup donné tu nous as donné beaucoup de choses auxquelles réfléchir parce que tu as toujours été franche. Oui, toujours tu as parlé des choses. L'important de l'art, la dernière chose que je veux dire, c'est l'énergie. Oui. C'est donner de l'énergie. C'est le communiquer, l'insuffler, le sortir de soi, puis le donner à quelqu'un d'autre qui va peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Dans l'art, il y a de l'énergie. C'est ça qu'il faut voir aussi. Bien, merci, Annie. Ça me fait vraiment plaisir, Claude.